Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est un rebondissement dans l'affaire, vieille de plusieurs décennies. Ce mardi, le tribunal militaire a décidé de la mise en accusation de l'ex-président Blaise Compaoré, du général Gilbert Diendéré et de 12 autres personnes. Ils sont poursuivis par la justice militaire pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres dans le dossier de l'assassinat de l'ancien chef de l'État, Thomas Sankara. La résurgence de cette affaire qui a toujours habité la vie des Burkinabés évoque un certain nombre de questions que Angle de Vue essaiera de poser à ces débatteurs du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Burkina Faso, assassinat de Thomas Sankara, mise en accusation de Blaise Compaoré, de nouveaux éléments au dossier. C'est la question trame. Merci de nous préférer. Avec nous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Dr Julius Neompati, bonjour. Oui, bonjour Johannes et bonjour chers téléspectateurs de Sika TV. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Julius Neompati, ma vraie question pour vous. On voit donc cette affaire qui, on va dire, tient un peu en haleine le microcosme aussi bien social que politique burkinabé depuis plus de 3 décennies. Aujourd'hui, on a l'impression que les enquêtes ont traîné dans le temps. On parle de plus de 20 ans pour constituer cette affaire-là. Qu'est-ce qui fait que cette affaire-là n'a pas pu se régler rapidement dans le temps et on a passé quasiment plus de 20 ans avant d'en arriver à l'accusation? Ok. Je voudrais commencer par dire, par rappeler à chacun de nous et aux dirigeants politiques qu'il n'y a pas de crime qui reste impuni. Il vaut mieux, pendant qu'on gouverne, faire du bon droit, faire de la bonne politique et faire de la bonne démocratie. Cela met chacun à l'aise et cela calme les ardeurs et cela assure les arrières du dirigeant en question. Le président Thomas Sankara, qui a pris le pouvoir lui-même par un putsch en 1983, si je ne me trompe, a été assassiné en 1987, juste après 4 ans de gouvernance. Et le tableau politique qui a suivi, nous l'avons connu, nous le connaissons. C'est que le président Blaise Compaoré a pris le pouvoir en 1987 et par la suite, certainement pour aller rapidement dans le sens de votre question, certainement que quand on exploite la littérature sur cette affaire, on a l'impression que la gouvernance du président Blaise Compaoré n'a certainement pas favorisé les affaires. Et la gouvernance du président Blaise Compaoré certainement a conduit à geler par endroits les enquêtes. Mais ce qui est sûr, une affaire qui a une haute dimension juridique au plan interne du droit burkinabé et au plan international dans les rapports juridiques entre la Côte d'Ivoire actuelle et le Burkina actuel. Une affaire qui a une dimension judiciaire parce qu'il s'agit, les 3 chefs d'accusation sont clairs. Attentat à la sûreté de l'État parce que le président Sankara, monsieur Sankara était président dans le temps. Et assassinat parce que là, on voit sa personne. Et recel de cadavres parce que les enquêtes auraient révélé que les cadavres qui ont été enterrés ne seraient pas les corps des concernés, notamment du président Sankara. Alors les chefs d'accusation sont clairs et sur le plan judiciaire, nous le savons, grâce à l'indépendance de la justice, à l'inamovibilité du juge et aux différentes garanties dont profite la justice du siège surtout, les affaires prennent le temps qu'il faut et la vérité
elle est découverte par le juge suivant les moyens dont il dispose au moment opportun. Moi, je crois on ne doit pas trop regretter la durée de l'affaire. On doit plutôt commencer par saluer les membres des ancêtres des Burkinabés, des gens intègres, comme le président Sankara les a baptisés à travers le nom de ce pays. On doit remercier Dieu Tout-Puissant et dire que du point de vue de la dimension métaphysique et spirituelle dans cette affaire qui ne nous concerne pas trop, c'est que l'œil de Dieu et la main de Dieu planent sur toutes les infractions, sur tous les crimes. Et la vie est sacrée, la santé est sacrée, et on doit faire en sorte qu'on ne porte pas atteinte à la vie de la personne, même pas à la vie d'un simple citoyen. Donc pour moi, c'est une affaire d'ordre judiciaire, mais qui a des contours politiques de haute portée. Et j'ai bien peur que ces contours politiques en handicapent la poursuite et l'aboutissement de l'affaire. À moins qu'on finisse par trancher une affaire sans la présence du concerné principal. Patrick Abompoyon, on voit que l'affaire de Thomas Sankara continue donc de tenir en haleine le microcosme politique et social du Burkina Faso. Selon vous, pourquoi est-ce que cette affaire a traîné autant? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de célérité dans la gestion de cette affaire-là? J'ai écouté le professeur avec beaucoup d'intérêt. J'ai constaté au début qu'il était très enthousiaste, mais à la fin, il a lui-même mis un bémol. En fait, nous ne sommes pas encore à un jugement en bonne et due forme. Nous sommes il faut aller au tribunal. Et quand on vous dit qu'il faut aller au tribunal dans un processus de réconciliation, et le professeur l'a dit, il ne faut pas que la politique s'en mêle. Or, c'est difficile en une période où on est en train de parler de réconciliation qu'il puisse y avoir un procès sans politique derrière. Donc, dans le cas d'espèce, je dis oui, lorsque le professeur dit que les crimes ne peuvent pas rester impunis, mais je reste convaincu que très souvent, l'impunité des crimes ne résulte pas des procès, puisque nous avons pour la plupart des tribunaux qui sont obligés de condamner ou obligés d'innocenter, soit par pression de l'État ou par pression de la société civile. Mais je dis, au moins de façon métaphysique, et je crois que le professeur l'a dit, les crimes ne restent pas impunis. Les dernières images de Blaise Compaoré que nous avons vues en Côte d'Ivoire, assez fatigué et tout, montrent déjà que d'une manière ou d'une autre, il est déjà en train de payer. Et la justice qui vient de s'accélérer va encore produire un effet psychologique, un effet moral sur la personne du président Blaise Compaoré. Donc, je crois que j'ai voulu simplement dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais lui-même a mis le bémol par rapport à est-ce que c'est vraiment le procès de façon juridique et judiciaire ou est-ce que c'est encore de façon politique que ce procès va avoir lieu. Pourquoi ça a duré? Ça a duré parce que c'est un procès compliqué dès le départ. Parce que comment juger de l'assassinat de Blaise Compaoré sans juger de l'implication de la France? Comment juger de ce procès sans juger des vrais instigateurs? Comment juger de ce procès sans que dans les accusés, il n'y ait pas, permettez-moi de le dire, le président d'un pays juste à côté, qui n'est pas les mercenaires venus de notre pays juste à côté. Donc, bref, c'est pour dire que véritablement, les acteurs de ce système sont tellement importants et un peu partout, et la géopolitique n'a pas permis jusque-là de pouvoir avoir une visibilité très claire. Et je ne voudrais pas que les gens aient beaucoup d'espoir par rapport à ce qui risque même de s'ouvrir, qui n'est même pas encore ouvert, parce que là encore, les vrais acteurs ne seront pas là pour s'expliquer. Et même si on condamne, on va condamner Blaise Compaoré, on va condamner Diendéré et autres, mais qui parlera de la France dans ce procès? Qui parlera des États partis dans ce procès? Voilà en réalité mes réserves par rapport à ce procès. Voilà, qui est clair. On a effectivement l'impression que, on va dire, il y a en quelque sorte des mains noires derrière cette affaire. Beaucoup estiment que c'était une vaste
conspiration sous-régionale pour décapiter donc le gouvernement d'alors au Burkina Faso. Beaucoup estiment que c'est d'ailleurs à cause de toutes ces implications et donc de toutes ces réserves-là, de ces gants qu'il fallait prendre pour traiter de cette affaire-là, que ça a perdu autant de temps. Est-ce que vous avez l'impression que, je dirais que le droit peut être vraiment dit dans cette affaire-là? Vous voyez, l'affaire Thomas Sankara, président Thomas Sankara, nous allons, moi particulièrement, je vais faire l'effort de la traiter en ayant le cœur chaud et la tête froide. Enfin, parce que ça crée de l'émotion. Ça crée de l'émotion et c'est une affaire à relent panafricaniste. Vous voyez, quand on se remet dans le contexte temporel de l'affaire, un président, certes, qui était arrivé au pouvoir par un putsch, bon, mais qui a eu le temps rapidement de se rattraper par la vision politique qu'il a projetée. De légitimer, en quelque sorte. Oui. Qui a eu le temps de se faire admirer par son peuple à travers des actions fortes et notamment des mesures anticorruption, qui a eu le temps d'attirer l'attention de la jeunesse burkinabé, de la jeunesse africaine. Dans la géopolitique et dans les rapports ou les relations internationales dans le temps, 1983, 84, 85, et ça fait environ 23 ans des indépendances décrétées par De Gaulle. Un président, un jeune d'une trentaine d'années, qui se lève et qui démontre ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui, que nous développons. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Hein. Mais lui, à la suite du Ghanéen, là, du président Ghanéen. Non. Kwame Nkrumah. Président Nkrumah. Voilà. Il posait déjà la problématique du développement de l'Afrique par les Africains. Il posait déjà la problématique du principe d'autodétermination interne des peuples. Il signalait déjà que l'Afrique ne devait pas aller à l'école de l'Occident à tout point de vue. Cela explique les éléments que le coach Pognon vient de verser au dossier, à la discussion que nous sommes en train d'avoir, pour dire que il y a eu un complot international dans cette affaire. Il a parlé de main noire que vous avez évoqué à nouveau pour me poser la question. Évidemment, lorsqu'on prend cette affaire et qu'on la traite au plan, on veut la traiter au plan du droit, évidemment, ça va entraîner la présence d'éléments juridiques nationaux, c'est-à-dire du système juridique burkinabé. Et il se fait maintenant que l'intéressé, le principal poursuivi, le principal accusé, et Blaise Compaoré, se trouve en Côte d'Ivoire avec la nationalité ivoirienne. Or, le système ou les règles juridiques qui encadrent l'extradition dans les pays francophones, pour la plupart, ont repris les règles françaises, à quelques exceptions près. Et on voit déjà qu'il sera difficile à la Côte d'Ivoire d'accepter que le président Blaise Compaoré soit extradé vers le Burkina Faso. Alors ça veut dire que cette affaire nous conduit vers une analyse politique à double dimension. Une analyse politique et à une dimension rapport Burkina-Côte d'Ivoire. Quelle est la relation qui va tenir compte du rapport qu'il y a, de la relation qu'il y a entre le président Kaboré, le président burkinabé et le président Ouattara. La réconciliation au Burkina Faso. Cette affaire, est-ce que l'ouverture du dossier, est-ce que le fait qu'on puisse aller au tribunal, comme Pognon le dit, ça peut contribuer? Quel impact cela peut-il avoir sur le processus de réconciliation? C'est une question qui mérite d'être posée. Puisque on parle de tribunal militaire, voilà. Donc, en quelque sorte, c'est une juridiction technique qui est censée sanctionner. Oui, c'est clair. La nature même militaire de la juridiction ne pose pas problème. Mais je crois que le principe ou
l'actualité. Allons au tribunal pour exploiter l'expression du pognon. Ça va certainement avoir un impact sur la réconciliation. Mais la deuxième dimension d'ordre politique, c'est celle-là qui est internationale. Les rapports que le Burkina a avec la France, avec des États proches, des États lointains, des États mêlés, et croisés avec les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ça ne va pas faciliter les choses. Mais moi, en tant que panafricaniste, parce que ma position est claire, je souhaite que ce procès aboutisse. Je souhaite que ce procès donne une leçon aux dirigeants africains pour qu'ils comprennent que lorsqu'on utilise le pouvoir, ou lorsqu'on utilise son pouvoir ou ses relations pour pouvoir assassiner quelqu'un qui est au pouvoir, ou lorsqu'on est au pouvoir et qu'on voit quelqu'un émerger pour prendre le pouvoir ou pour constituer une opposition forte, et qu'on passe par des mesures, des moyens, des techniques, des stratagèmes pour l'assassiner, pour le tuer, pour que ces dirigeants-là comprennent que ça se punit. Afin que nous allions vers une démocratie apaisée, une démocratie sans bain de sang en Afrique de l'Ouest. C'est fondamental. Donc, il y a finalement deux scénarios qui se présentent. Il y a le scénario juridico-judiciaire pur qui ne nous donnera pas grand-chose. Il y a le scénario juridico-judiciaire dans un emballage politique qui pourrait faire démarrer quelque chose, mais avec d'énormes difficultés. Mais il vaut mieux que quelque chose démarre. Patrick Armand-Poyon, est-ce que c'est important selon vous de rendre justice dans cette affaire-là? On a déjà fait assez de plateaux par rapport à cette actualité-là. Vous avez évoqué le fait que les familles n'aient pas pu faire le deuil. Est-ce que selon vous, c'est important de dire le droit dans cette affaire-là, ou bien il faut, je ne sais pas, passer tout en perte et profit? Bon, comme le professeur l'a dit, c'est un dossier éminemment émotionnel, panafricaniste, qu'on ne peut pas faire passer par perte et profit. Parce que même en voulant faire passer par perte et profit, il faut d'abord passer par le jugement. Et c'est pourquoi je suis en train de me demander, est-ce que ce n'est pas un procès qu'on veut faire pour après faire passer ça par perte et profit après avoir condamné? Parce que vous savez, quand le professeur dit les rapports entre le président Ouattara et le président Kaboré, la question est, est-ce que le président Kaboré même a intérêt à ce que Blaise Compaoré vienne se présenter? C'est ça. Parce que si le président Kaboré avait intérêt, on peut dire que ça dépend de ses rapports avec le président Ouattara pour que Blaise Compaoré arrive. Parce que dans certains dossiers, il vaut mieux juger par contumace et ne pas avoir trop de troubles que de vouloir juger physiquement et avoir des troubles. L'autre chose, c'est qu'il faut que nous fassions très attention à ce que nous appelons justice. On a tendance à penser qu'en Afrique, la justice est manipulée et en Europe, la justice est libre. Patrick Armand-Poyon, qui se tient actuellement en France, c'est à la limite plus ridicule que les procès que nous avons en Afrique. Personne ne sait rien. Le ministre des Affaires étrangères ne sait rien. Le ministre de la Défense ne sait rien. Le ministre de l'Intérieur ne sait rien. Le chef d'état-major ne sait rien. Le directeur de la France l'Icône à Abidjan ne sait rien. Ils ne savent même pas pourquoi des gens qui ont été accusés, arrêtés, on a autorisé leur libération. Maintenant, on cherche qui a autorisé, on ne trouve plus. Vous comprenez que si nous comptons sur la justice des hommes, elle est délicate et difficile à cause des intérêts énormes en jeu de personnes qui ont encore le pouvoir de manipuler. Mais une chose est sûre, au-delà de la justice des hommes, il y a la justice divine qui est implacable, qui ne pardonne pas, qui ne lâche pas. C'est pourquoi vous allez voir que Mobutu n'a pas pu être enterré dans ce pays qu'il a dominé, commandé, martyrisé. Il n'a pas pu être enterré dans son pays. Mobutu n'a pas pu avoir, je crois, 65 ans. Mobutu n'a pas pu avoir 70 ans. Bref, il y a une condamnation qui est au-delà de la condamnation juridique. Et si nous voulons la condamnation juridique, nous allons traîner des années pour aboutir soit à des acquittements,
soit à même des condamnations, mais qui sont des condamnations de principe et pas de fait. Donc voilà, globalement, c'est pour dire que oui, nous aurons peut-être un procès, mais en réalité, si la famille Sankara ne peut pas faire plus confiance à des historiens pour écrire les faits, et que c'est une justice qui va écrire les faits, quelle est l'indépendance que cette justice peut avoir? Je ne dis pas qu'elle n'a pas, mais peut avoir dans un dossier où les vrais coupables dominent le monde. Les vrais coupables continuent de dominer le monde et tirer les cartes. Patrick Abampoyon, je reste avec vous. J'aimerais vous demander, mais est-ce qu'aujourd'hui, l'ancien président Blaise Compaoré ne gagnerait pas à se rendre disponible pour dire sa part de vérité dans cette affaire-là? En tant qu'ancien chef d'État du Burkina Faso, qu'il a régenté plus de 2 décennies, est-ce, je dirais, logique, est-ce sérieux de se cacher derrière une nationalité ivoirienne et de se soustraire à cette vérité que beaucoup de gens, des millions de gens, il n'y a pas que des Africains qui sont émus par ce dossier-là. Est-ce que ce n'est pas, le moment n'est pas venu, vous avez parlé de son âge il y a quelques minutes, on sait qu'il est fatigué physiquement. Le moment n'est-il pas venu de dire la vérité? Si Blaise Compaoré décide d'aller au Burkina pour aller dire la vérité, il sera tué. C'est-à-dire que si Blaise Compaoré décide de dire la vérité, il sera tué. La vérité dérange... Par qui, Patrick? Par qui? La vérité... Pardon? Qui en voudrait à sa vie, Patrick Abampoyon? Qui a ordonné de tuer? Qui a ordonné de tuer? La personne morale qui a ordonné de tuer a aujourd'hui la capacité de tuer Blaise Compaoré à la minute où nous sommes en train de parler. Vous savez, Norbert Zongo a dit ceci. Il dit dans environ 2 semaines, on va me tuer. Si vous vous attaquez à celui qui aura tiré, vous auriez fait une erreur. Parce que celui qui aura tiré pour sauver sa vie. Cherchez celui qui l'a obligé à tuer. C'est ce que disait Norbert Zongo 2 semaines avant son assassinat. Le coupable principal, n'ayons pas peur des mots. La France ne peut pas permettre que Blaise Compaoré parle. Sinon, la France peut nous sortir les dossiers. La France peut déclasser tous les dossiers pour que la justice ivoirienne et burkinabé soit informée. Blaise Compaoré, ce qu'il sait, la justice française, l'État français le sait, qu'on déclasse les dossiers. Donc, dans ce dossier, nous allons nous attaquer à Blaise Compaoré. Mais si Blaise Compaoré décide de parler, il ne va pas ouvrir la bouche avant de mourir. Donc, c'est ça. Vous croyez que si Guillaume Soro décide de parler, il va parler avant de mourir? C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans des contextes où parler c'est dangereux à certaines personnes de parler. Donc, dans ces conditions, il faut voir les choses beaucoup plus globalement, beaucoup plus structurellement, parce que si on ne voit que oui, il est âgé, il peut venir parler, il peut venir dire sa vérité, mais écoutez, qui va lui permettre de dire sa vérité? Voilà tout le débat. Alors, Justin Mbati, en tant qu'homme d'État, en tant qu'ancien chef d'État qui a donc dirigé le Burkina Faso pendant autant d'années, est-ce que ce n'est pas le moment je dirais, d'ouvrir la parole? Tout à l'heure, j'avais prévu, c'est vrai que je n'y suis pas arrivé parce que j'ai été trop long dans ma précédente prise de parole. J'avais prévu traiter du sujet au plan de l'aveu, de l'institution d'aveu ou du principe d'aveu. Mais avant d'y arriver, quelles sont les hypothèses d'un possible aboutissement ou d'une possible évolution ou une possible manifestation de vérité, ou une timide manifestation de la vérité dans une démarche de petits pas. Parce que je dis, on peut passer 50 ans, mais la vérité finira par être connue. Ça, là, c'est clair. Parce qu'il y a Dieu en jeu, il y a la nature en jeu, il y a la dimension sociale et surtout familiale.
hein, et la famille de Thomas Sankara n'a pas pu faire un véritable deuil. Et vous voyez, c'est comme si Sankara a été assassiné 2 fois. Il a été assassiné du point de vue du droit pénal, et par la suite, maintenant, on a caché son corps. Il n'a même pas eu droit à des obsèques civiles comme cela se doit. Alors, je me pose des questions. C'est vrai, hein, je ne cache pas, je ne voile pas les analyses que le coach Pognon vient de faire. Et il est dans une démarche de réel politique. Moi, je voudrais naviguer entre la réelle politique et l'idéal politique, si je peux parler comme ça, en regardant, en serrant de plus près les règles juridiques. Alors, est-ce qu'une certaine alternance en Côte d'Ivoire ne pourrait pas faire l'affaire un jour? Parce que aujourd'hui, le président Ouattara semble être en très bonne entente avec la France. Est-ce que la relation ivoiro-franco-ivoirienne va être toujours une relation en drift de ping-pong? Est-ce qu'il n'arriverait pas un jour où les faits politiques vont être plutôt en faveur de la manifestation de la vérité? Jusqu'à ce moment-là, c'est bien possible que le président Blaise Compaoré soit encore en vie. Le président Kaboré, par rapport au processus de réconciliation, je crois que tout ce qui va permettre de redorer son blason ne va pas l'ennuyer. Si sous son mandat, je pense, hein, il est bien, si sous son mandat, on arrive à dire que une certaine vérité a commencé par se manifester par rapport à l'affaire Sankara, qui est à la fois une affaire burkinabé et une affaire panafricaine. Je crois que ça apportera de l'eau à son moulin et ce serait bon pour son moral pendant sa retraite politique. Alors, ce qui est sûr, Thomas Sankara est rentré dans l'histoire, Thomas Sankara a été fait héros, Thomas Sankara a été fait martyr. Pour exploiter la notion d'aveu et la sagesse qui caractérise l'être humain au fur et à mesure qu'il s'approche du jugement dernier à travers sa mort. Et surtout, par rapport à ce que j'appelle un éventuel rachat de la part de la pensée sociopolitique burkinabé. Donc je parle d'aveu, je parle de la sagesse liée à l'approche de la mort, à la vieillesse. Donc, ça est lié à la vieillesse. Et je parle maintenant de ce que moi j'appelle le rachat par rapport à la pensée sociopolitique burkinabé. Il me semble, et nous devons beaucoup aller dans ce sens parce que le président Blaise Compaoré peut être amené, peut se retrouver en train de suivre cette émission. Je crois que pour qu'il n'ait pas, parce qu'il y a une dimension métaphysique et spirituelle très forte dans cette affaire. Et cette affaire ne restera pas, comme l'a dit le coach, ça ne restera pas non jugé après la mort des intéressés. Qu'ils soient croyants en Dieu ou pas, ils vont faire face à Dieu par rapport à ça. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Alors, est-ce que ce n'est déjà pas mieux au regard de soi-même et au regard de sa communauté burkinabé, au regard des peuples africains, parce que cette affaire est panafricaine, est-ce que ce n'est déjà pas mieux pour le président Blaise Compaoré de dire sa part de vérité? Je crois qu'il a le choix. Tout à l'heure, Pognon a parlé de son éventuel assassinat ou de sa mort, c'est-à-dire que dans certains cas, et comme le dit ce penseur, la toute vérité n'est pas bonne à dire. Dans certains cas, il vaut mieux se taire. Mais lorsque, en disant la vérité, vous allez mieux vous libérer, vous allez vous sentir mieux et mourir d'une mort paisible, tout au moins, je crois qu'il vaut mieux que le président Blaise Compaoré passe aux aveux. Il n'a pas besoin de se déplacer physiquement parce que je ne neutralise pas ce qui a été dit. Son arrivée, son atterrissage sur le sol burkinabé pourrait entraîner quelques remous qui pourraient conduire peut-être, je ne sais pas, à des coups reçus par-ci, par-là, qui pourraient entraîner la mort. Mais je crois
qui peut rester dans sa position en Côte d'Ivoire et faire une déclaration solennelle, qui peut même faire porter par le sceau d'un notaire pour que les gens puissent savoir que oui, il a pu faire ceci dedans et qu'il démontre qu'il manifeste sérieusement maintenant ses regrets. Et demander pardon à la famille, pas seulement à la famille. Au peuple il demande pardon à la famille, il demande pardon à l'État, il demande pardon au peuple burkinabé, il demande pardon aux peuples africains. Et il exhorte les dirigeants africains en se basant sur son exemple à lui de faire exactement le contraire. Et il demande, il se positionne comme un moyen d'éducation civique et politique des citoyens africains. S'il fait ça, et que des noms sont cités, il cite des noms, il cite des États, et qu'il a le cœur dégagé, le cœur tranquille, et qu'après ça, juste après ça, on l'assassine, je crois qu'il aurait fait œuvre utile et il serait passé tout au moins pour martyr. Pas forcément martyr, il pourrait passer pour un petit héros, au moins le héros du courage, de la vérité, après le péché, et le grand péché. Je crois. Alors, Patrick Amon-Poyon, on sait que cette affaire, vous l'avez dit, a plusieurs ramifications, plusieurs dimensions. Dans le processus de réconciliation au Burkina Faso, on sait qu'il y a un ministre de la Réconciliation nationale. Dans ce processus-là, quelles sont les implications que cette affaire pourrait avoir? Bon, il y a deux possibilités. Il y a qu'on veut vider le procès et après rentrer dans un processus de pardon, de réconciliation et autres. La deuxième possibilité, c'est qu'on veut condamner Blaise Compaoré pour l'exemple et après ça, bon, on va réconcilier les autres. Dans les deux cas, on n'aurait pas eu justice. Dans les deux cas, on n'aurait pas eu justice. Je crois que nous aurions pu, au Burkina, s'inspirer de la Commission Afrique du Sud. C'est-à-dire, nous aurions pu nous inspirer de Blaise Compaoré parle, Général de Guiré parle, tout le monde parle, mais dans le sens d'une réconciliation nationale. C'est-à-dire, on avoue les choses pour que nous puissions comprendre exactement ce qui s'est passé. Parce que ce que le professeur Mbati a dit, il y a des aspects, oui. C'est-à-dire, Blaise Compaoré peut dire son rôle dans cette affaire. Mais je vous avoue que vous serez déçus. Vous serez déçus parce que son rôle n'est pas aussi grave que ce qu'on pense, on lui met sur le dos. Parce que si vous prenez ne serait-ce que les faits révélés ne parlent pas de culpabilité directe, mais de collaboration du président Blaise Compaoré, de bénéficiaires du coup. Mais les faits révélés portent plus à croire que, n'ayons pas peur des mots, la France a demandé à un président africain qui s'est chargé d'organiser avec la complicité de personnes devenues un temps chefs d'État eux-mêmes dans d'autres pays. Donc vous comprenez que, en réalité, ce n'est pas la responsabilité de Blaise Compaoré qui est difficile à avouer, mais c'est parler des autres qui est difficile à faire. Donc, d'un dans l'autre, je crois que ce débat a ceci d'intéressant, que ça nous permet d'envisager, de faire entrevoir des possibilités pour que tout le monde puisse obtenir au moins ce qu'il veut sans qu'il y ait de perdants dans cette démarche. Parce que tant qu'il y a des perdants, les perdants ne parleront pas. Or, dans le cas du Burkina, c'est les perdants qui ont l'information. C'est les perdants qui savent ce qui s'est passé. Alors, tant qu'ils se retrouvent dans le rôle des perdants, ils ne vont pas parler. Il faut donc trouver les voies et moyens pour qu'il n'y ait pas de perdants et que le Burkina gagne de savoir son histoire et que l'Afrique aussi gagne de savoir l'histoire, de connaître la vérité, afin que plus jamais cela ne puisse arriver. Patrick Amon-Poyon, ne faut-il rien attendre de Gilbert Diendéré, qui est cité dans cette affaire aussi, et déjà en prison pour ce concert? On lui a donné, je crois, 15 ou 20 ans. On va lui ajouter 10 à 15 ans. Dites-moi pourquoi il va vous parler. Pourquoi il va vous parler alors qu'il risque de mourir en prison? Il faut trouver les voies et moyens pour motiver les gens à parler. La famille Sankara n'a pas besoin de que quelqu'un fasse la prison. La famille Sankara a besoin de savoir ce qui s'est passé, de retrouver le corps de Thomas Sankara et de faire son deuil. Alors faisons ce qu'il faut pour que la famille Sankara fasse son deuil.
Mais si nous restons dans une logique de condamnation, les gens ne vont pas parler pour être condamnés. Donc nous sommes dans une difficulté énorme pour avancer. Il va falloir qu'on trouve les voies et moyens pour que les intéressés qui peuvent parler. Je crois que Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré connaissent autant que la France dans ce dossier. Ils connaissent autant que la France. Donc si la France ne veut pas sortir les dossiers, il faut trouver les voies et moyens pour que Gilbert Diendéré ou Blaise Compaoré parlent. Dans un voyage à Ouagadougou, le président français avait promis la déclassification de certaines affaires. On a l'impression aujourd'hui que, est-ce que selon vous, le fait d'aller vers un processus de réconciliation, vers un tribunal qui ne sera pas un tribunal pénal, mais qui permettra de libérer la parole, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait plus vite favoriser la vérité dans ce dossier-là? Je crois que, vous voyez, la précédente intervention du coach Pognon nous permet d'établir un petit rapport entre la vérité juridique et judiciaire et la vérité morale et spirituelle. La vérité juridique, c'est la vérité au regard de la loi. La vérité judiciaire, c'est la vérité découverte à travers l'application de la loi par le juge. Et si nous sommes au tribunal et que donc nous recherchons la vérité judiciaire, il se fait que le système pénal du pays a créé et a organisé les peines d'une certaine manière. Ce que le coach Pognon redoute pourrait se produire, c'est-à-dire des sanctions pénales pourraient suivre si nous sommes dans la logique de la vérité judiciaire. Mais aux côtés de la vérité judiciaire, il y a la vérité morale et spirituelle que j'ai exposée tantôt. Je ne voudrais pas revenir là-dessus. Pour moi, il y a également ce que j'appelle la vérité politique. Et je crois que Armand Pognon est allé sur ça. Pourquoi ne pas aller sur la vérité politique? Et aller exploiter la vérité dans le sens politique, ça reviendra à faire en sorte que la procédure judiciaire dans cette affaire puisse contribuer au renforcement du processus de réconciliation au Burkina Faso, en même temps que cela permette, comme il l'a dit, à la famille de faire son deuil et que cela permette au peuple burkinabé et aux peuples africains de connaître la vérité. Alors, les institutions politiques du Burkina Faso seront alors sollicitées. Et il se peut qu'on se retrouve maintenant en marche vers une loi d'amnistie. L'amnistie ne serait trop demandée, vers peut-être la grâce présidentielle. Alors, il y a une question. Il y a une question d'ordre politico-juridique ou politico-judiciaire qui est soulevée là. Alors, quel est ce type de procès dans lequel, pour s'assurer que les accusés vont parler, on va leur donner des garanties de ne pas écoper de peine. C'est là la difficulté. Moi, je crois... pourquoi il va parler? Diendéré, qui est en train déjà de se laver avec 20 seaux d'eau, hein, chaque seau d'eau représentant 1 an de prison. Il est là déjà et il compte déjà les années et il sait qu'au bout de 20 ans, il va sortir. Et maintenant, une autre affaire là, dans laquelle il risque de prendre 15 ans ou 20 ans, il risque de faire 40 ans ou 50 ans en prison. Quel intérêt a-t-il à parler? L'intérêt qu'il a à parler, c'est qu'il aura le cœur tranquille. Vous savez, même les criminels formés, hein, ils finissent par tomber dans le repentir. Il vaut mieux dire la vérité et se libérer. Et je crois qu'il faut aller dans le dossier, il faut amener le président Blaise Compaoré, il faut amener Diendéré, il faut amener Kafando et tous ceux-là, là. Il faut les amener, il faut leur rappeler leur devoir vis-à-vis des membres burkinabés. Il faut leur rappeler qu'ils sont ils sont sortis
des ancêtres burkinabés et ils retournent aux ancêtres burkinabés. Hein? Il faut leur rappeler ces éléments-là qui sont sacrés en Afrique pour qu'ils disent la vérité. Alors, épousant un peu ou me rappelant un peu la théorie du Kemien, du rapport entre l'individu et la société, lorsque les intérêts de la société sont en jeu et que l'unification de la société se pose comme problématique, que représentent les intérêts égoïstes des individus. Et le président Blaise Compaoré, il n'a plus grand-chose à fendre. Il est passé au pouvoir, il a dirigé, on a vu de quoi il est capable. Par cette tentative de révision constitutionnelle en 2014, il a été chassé. Je crois que c'est ça, hein? Tout à fait. Il a été chassé du pouvoir et il se retrouve en Côte d'Ivoire. Bon, vous voulez me dire qu'il a encore les jours devant lui pour redevenir président de quel pays? Qu'il dise la vérité et qu'il soit en paix. Je ne vais pas dire qu'il dise la vérité et qu'il meure en paix, parce que je souhaite qu'il vive après avoir dit la vérité. Mais même si il dit la vérité et qu'il écope de la peine des hommes, enfin, de la peine des hommes qui est différente de la peine de la vindicte, au moins il aurait le cœur tranquille. Même chose pour Diengé, même chose pour Kafando. Donc moi je crois chacun n'a qu'à faire face à l'histoire burkinabé. Les différents poursuivis. Il ne s'agit pas de faire de la collusion ou de s'entendre pour que la vérité ne se manifeste pas. Non, chacun n'a qu'à se regarder devant le miroir que constitue l'État burkinabé et la société burkinabé et qu'il puisse dire il faut que je dise la vérité pour avoir la paix. Ce n'est pas bon d'avoir le sang d'un assassiné sur vos doigts. Ce n'est pas bon d'avoir le sang d'un assassiné sur votre cœur. Ça vous poursuit même au-delà de votre tombe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et pour résumer mon intervention, hein, la vérité. Nous sommes en présence de plusieurs vérités qui se croisent. La vérité juridico-judiciaire, la vérité morale et spirituelle et la vérité politique. Mais quel est le canal par lequel fait manifester la vérité? Le canal qui met chacun à l'aise, c'est le canal judiciaire. Donc qu'ils aillent au tribunal ou tout au moins qu'ils fassent des déclarations sous serment et que les gens puissent prendre cela en compte et qu'ils demandent pardon. On pourra, lorsqu'on aura eu suffisamment de vérité judiciaire, cette vérité judiciaire pourra nous permettre de bien comprendre, de cerner la vérité morale et spirituelle. Et par la suite, maintenant, la vérité politique pourrait permettre d'aller peut-être à la grâce présidentielle ou d'aller à un mécanisme dont parle le coach Pognon pour voir comment alléger. Parce que il y a ce dispositif-là juridique qui permet d'alléger la peine de l'accusé qui collabore avec la justice. Donc il faut qu'il profite donc de cette disposition juridique-là afin que, afin que largement il puisse en profiter. Je crois qu'il vaut mieux dire la vérité. La vérité, c'est toujours mieux de dire. La vérité, elle se cache pendant un temps, mais elle finit par être révélée. Même si l'affaire s'ouvre et que le tribunal s'ouvre, et comme le dit le coach Pognon, nous allons tous au tribunal et nous faisons des va-et-vient entre le tribunal et nos domiciles, et que finalement, jusqu'à la fin de l'année 2021 ou jusqu'à la fin du mandat du président Kaboré, rien ne sort, et que le processus de réconciliation a évolué d'une manière ou d'une autre, un président viendra. Il y aura un temps au Burkina Faso, il y aura un temps en Afrique où cette vérité va s'imposer. Patrick Aman-Poyon, dans une autre affaire impliquant toujours la famille Compaoré, on sait que François Compaoré n'a pas été extradé. Est-ce que, selon vous, il y a des chances de voir le président Blaise Compaoré extradé vers le Burkina Faso pour participer physiquement à ce dossier-là? Patrick Aman-Poyon? Tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit que c'est possible. Tout peut arriver. D'abord, la première chose, vous savez, je voudrais dire quelque chose à l'attention de tout homme d'État. Lorsqu'on a posé un acte d'assassinat, on rentre dans un cercle infernal où derrière est difficile, devant est difficile. Je ne suis pas sûr qu'en parlant, la vie de Blaise Compaoré sera mieux qu'en ne parlant pas. Je crois que
il fallait réfléchir par 2 fois avant de faire quoi que ce soit, parce qu'on rentre maintenant dans un cercle infernal où derrière n'est pas bon, devant n'est pas bon. Parce que lorsqu'on parle de il gagnerait comment on appelle, à se rendre à la justice et à parler, je continue de dire que si ce n'est pas dans le cadre, et n'ayant pas peur du mot, d'un deal, il a plus à perdre. Pas lui, pas moralement. Mais n'oubliez pas qu'il a une descendance. Il a des enfants. Son frère est en France. La France a promis l'extrader. Pourquoi ils ne l'ont pas extradé jusqu'à présent? Quelles sont les marchandages qu'il y a autour? Tout ça, là, c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, le système juridique francophone est basé sur le fait qu'on dit la personne n'a qu'à être morale, venir se donner, avouer tout, il va aller d'abord en prison et on va voir après. C'est une démarche qui ne tient pas compte de la nature de l'être humain. Les anglophones, eux, le système juridique anglo-saxon a réglé le problème. Parfois, on va donner l'immunité. On va donner l'immunité à quelqu'un qui a tué le fils du chef de l'État. Le chef de l'État lui signe l'immunité afin qu'on puisse avoir des informations pour d'abord faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Ensuite, pour permettre d'avoir plus d'informations sur d'autres choses qui se préparent. Mais dans les pays francophones, nous refusons d'en envisager cette forme de justice et c'est pourquoi l'impunité est criarde dans nos pays parce que les vérités ne sont pas dites. Je crois que nous gagnerons à étudier le système anglo-saxon qui consiste à accorder quelque chose pour avoir quelque chose. La vie est ainsi faite. Même Dieu, lorsqu'il veut faire alliance avec Abraham, il a accordé quelque chose pour avoir quelque chose. Avec Noé, il a accordé quelque chose pour avoir quelque chose. Mais nous, dans le système francophone, on dit non, il n'a rien à chercher, il n'a qu'à venir se donner et bon, on verra après quoi. Si on ne le voit plus, il va pourrir en prison. Non, ce n'est pas comme ça. Je crois qu'il va falloir qu'il y ait des hommes d'État en Afrique qui aient le courage politique de faire ce qu'il faut pour faire bouger les lignes. Si nous faisons ça au Burkina, tout le monde gagnera. Alors, la défense de Gilbert Diendéré a soulevé l'exception de prescription. Ils estiment que, étant donné que cette affaire n'a pas connu de traitement judiciaire durant des dizaines d'années, elle devrait être considérée comme prescrite. C'est la défense de Gilbert Diendéré. Est-ce que, selon vous, juridiquement, c'est béton, c'est viable? Oui, ça me permet donc de dire que ça veut dire, ça laisse croire. Ça laisse croire que le passage du président Compaoré à la tête du Burkina Faso devait justement servir à geler l'affaire et à conduire donc l'affaire à être prescrite. Et c'est vrai que les différentes dispositions juridiques et pénales et surtout des différents États prévoient un délai, un certain nombre d'années au-delà desquels une affaire ne peut plus ressurgir, Mais je crois que l'affaire Thomas Sankara, c'est une affaire qui dépasse les limites, les frontières du Burkina Faso. C'est une affaire de morale africaine. C'est une affaire d'éthique africaine et panafricaine. C'est une affaire qui est désormais scellée dans l'histoire d'Afrique. On ne peut plus compter, on ne peut pas compter l'histoire d'Afrique sans compter l'affaire Thomas Sankara. On ne peut pas traiter des héros sans traiter de ce héros. On ne peut pas traiter des martyrs sans traiter de ce martyr. Alors, de ce point de vue-là, c'est les hommes qui font la loi. Et c'est les hommes également qui la défendent et qui la reconstruisent. Je crois que cet argument-là, ça ne pèse pas devant moi. Cet argument, de mon point de vue, ne devrait pas peser. Parce que ce qui s'est passé, c'est très sérieux, c'est très grave. Certains diront, si la loi l'a prévu, il faut l'appliquer parce que la loi l'a prévu ainsi. Mais l'affaire a été gelée jusqu'au moment où quelqu'un a quitté le pouvoir. C'est quand celui-là a quitté le pouvoir que véritablement les gens ont commencé par voir clair dans l'affaire. On peut donc considérer que c'était plutôt une mise entre parenthèses. Ce n'était pas véritablement des années qui se décomptaient
pour pouvoir par la suite poser la problématique de la prescription sur la base de tel nombre d'années et donc refuser la poursuite. Cela peut même être utilisé à charge contre lui. Cela peut être si il ne te se reproche rien et que la justice le réclame ou la justice réclame qu'il puisse parler, qu'il puisse se présenter, qu'il parle. Et s'il se reproche rien, il ne devait pas évoquer la prescription. Que l'affaire soit prescrite ou pas, s'il n'a pas les mains liées à ça, il devrait pouvoir se sentir à l'aise. Moi, je crois que la justice burkinabé a très bien fait. Elle a très bien fait de balayer du revers de la main. Et cette fin de non-recevoir, comme on l'évoque techniquement en droit, l'affaire était gelée, elle était mise en parenthèse et des gens étaient positionnés justement pour bloquer l'affaire. Et si c'est que c'était possible que certains meurent au pouvoir, peut-être que cette affaire n'allait jamais connaître de résurgence. Mais le sang crie vengeance. Le sang crie toujours vengeance. Et je le dis, les autres États africains dans lesquels nous avons connaissance d'assassinats d'opposants ou d'assassinats de chefs d'État, de crimes de sang, ou de disparition d'opposants, et après on constate que les gens sont morts, ça ne restera pas impuni. Moi je dis, quand on a le pouvoir et qu'on veut exercer le pouvoir, qu'on exerce le pouvoir en regardant les hommes et en regardant Dieu. Les peuples veulent la paix, le pain et la démocratie. Et Dieu, il est là pour juger en dernier ressort. Il ne faut pas perdre de vue, les dirigeants africains ne doivent pas perdre de vue que le pouvoir attire les forces du mal. Le pouvoir attire, qu'on y croit ou pas, les forces qui consomment les énergies, qui consomment le sang. Parce que ces forces-là ont intérêt à ce que le sang coule. Et quand le pouvoir est dans les mains, c'est en ce moment-là que des pensées noires, des idées bizarres animent certains. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord avec le roi Salomon. Lorsque, globalement, sa théorie de gouvernance politique consiste à faire pencher le cœur, à ce que le dirigeant fasse pencher son cœur vers Dieu pendant qu'il gouverne le pays, plutôt que de laisser son cœur traversé et emprisonné par les forces du mal. On gouverne pour le bonheur du peuple. Et il suffit de gouverner en respectant les règles. Si le peuple vous rejette par le vote et que vous n'êtes pas élu, le problème ne se pose pas. Vous êtes tout au moins dirigeant dans votre famille. Vous menez votre vie comme cela se doit. Le pouvoir n'est pas une fin en soi. Le pouvoir n'est pas une notion telle que quand on ne l'a pas, on ne vit pas. Ce n'est pas le pouvoir qui donne un sens à la vie de l'être humain. Non, c'est l'amour qui donne du sens à la vie de l'être humain. Et vous voyez, tout ce que nous faisons, toute activité économique, commerciale, agricole, politique, tout ça là provient de l'amour. Et je dis, si nous n'allons pas à l'amour, l'amour va s'imposer à nous. Si les responsables administratifs, parce que pas seulement les dirigeants politiques, les responsables, il y a des administrations en Afrique où des fonctionnaires, ils subissent la violation de leurs droits. Si les responsables à divers niveaux, ils ne font pas pencher leur cœur à l'amour et à Dieu, ça va s'imposer à eux. Et les crimes qu'ils auraient commis, les péchés qu'ils auraient fait, ces péchés-là vont les poursuivre, vont les rattraper. Maintenant, on a dit qu'il y a les enfants de Blaise Compaoré. Mais ce n'est qu'en phase avec la Bible, dans le livre des Autres. Mais c'est écrit dans la Bible, les parents, ils ont mangé du raisin et les dents des enfants sont agacées. Que chacun sache que les actes qu'il pose, il les pose pour le futur, pour ses enfants. Et qu'il y a un héritage sociologique qu'on laisse au profit de ses enfants à travers sa gouvernance, à travers sa gestion, à travers ses activités, à travers ses relations, à travers ses rapports. Qui a fait couler le sang d'autrui verra le sang de ses descendants couler par autrui. C'est comme ça. Patrick Armand-Poyon, ce que représente Thomas Sankara, est-ce que c'est perceptible? Qu'est-ce qui peut expliquer que le mythe soit resté intact pour un chef d'État qui n'a passé que 3-4 ans à la tête de l'État burkinabé? Il était fort.
il était politiquement fort, il était philosophiquement fort, il était un visionnaire. Il a régenté la vie du Burkina, de l'Afrique et du monde pour longtemps. Il était fort politiquement, il était fort philosophiquement, il était fort. C'est le genre de personne qui ne meurt pas. Thomas Sankara ne peut pas mourir. Thomas Sankara restera encore au-delà de ce procès. Thomas Sankara est véritablement un grand, et un grand ne meurt pas. Donc, à partir de cet instant, l'histoire va évoluer, mais on ne pourra pas se passer de Thomas Sankara. Même quand on aurait fini ce procès, Thomas Sankara était trop fort pour rester en 4 ans. Ce n'est pas tout. Il a aussi impacté. Vous allez au Burkina aujourd'hui, vous allez entendre citer en 1, citer en 2, citer en 3. C'est-à-dire, chaque année de Thomas Sankara a eu des trucs qui sont encore là jusqu'à présent. On vous parle de place des martyrs, on vous parle de celle-ci. Tout ça, c'est Thomas Sankara. C'était un visionnaire. C'est pourquoi il ne peut pas rester dans une époque donnée. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire ceci. Si nous violons le droit, la loi, pour dire le droit, nous aurons créé un précédent grave. Si la loi dit prescription, ça veut dire que la vérité juridique et la vérité judiciaire ne peut plus être dite. Il faut donc aller à une vérité politique, à une vérité morale. C'est ce que je dis depuis toujours. Mais si on dit, parce que Thomas Sankara est fort, parce que ce qui s'est passé est grave, nous allons violer la loi pour pouvoir faire un procès, alors nous allons créer un précédent grave. Il va falloir que nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de violer la loi dans le but de faire réel la vérité, parce que hors de la loi, il n'y a plus de vérité. En quelques secondes rapidement, ce que Thomas Sankara représente encore, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Ce sera votre mot de fin. Oui. Vous savez, le coach Poyon l'a dit, il ne faut pas violer la loi pour faire manifester la vérité. Ce qui est sûr, la justice est organisée de sorte qu'elle est organisée en paliers. Si les concernés estiment que la décision prise par la justice au regard du respect ou du non-respect de la règle de prescription, si ils estiment que c'est injuste, ils ont la possibilité de passer par les voies de recours nécessaires. Mais j'ai posé une problématique qui n'a pas traité, c'est la parenthèse, c'était entre parenthèses. Cette affaire-là a été mise entre parenthèses. Donc la computation du délai doit en tenir compte. Pour finir, le procès, dans le cas par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara, c'est un procès au profit des vivants et non au profit de Sankara, parce que qu'il y ait procès ou pas, Sankara lui demeure. C'est clair. Voilà qui est clair. Vous êtes Dr Justin Mpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'avoir été dans notre débat assez technique. Merci pour vos avis. On va probablement revenir sur cette actualité-là dans les tout prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Merci de nous avoir suivis.